Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel office du dimanche en ligne. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de vous, de l'homme, du jeu de la vie. Le but de la scientologie est de rendre l'individu capable de vivre une vie meilleure, selon ses propres critères, et d'avoir de meilleures relations avec ses semblables. Certes, une telle affirmation peut paraître simple et modeste, mais sa portée est immense, car elle incarne le rêve de toute religion, la réhabilitation des aptitudes naturelles de l'homme oubliées depuis fort longtemps. Ceux qui ont vu la scientologie à l'œuvre ne peuvent pas nier ses résultats. La scientologie a révélé à l'homme qu'il est une âme immortelle. Alors, allons à la découverte de ces données en commençant par le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Je vais maintenant vous lire le texte L'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard. Le voici. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. L. Ron Hubbard. Voici maintenant le sermon.
Il s'intitule « Le jeu appelé homme ». Les gens en général n'ont pas conscience d'un fait très intéressant. Ils ignorent qu'on puisse faire quoi que ce soit pour quelqu'un. Le flic qui vous colle une contravention considère d'ordinaire cela comme normal, car les choses sont ainsi. Le personnel hospitalier qui a extrait les restes de la victime ivre et morte au volant, les diverses professions que ce sujet devrait concerner, voilà leur pensée la plus charitable. Tous conviennent que l'on ne peut rien y faire. En d'autres termes, vous avez un flic là. Il appartient à l'unité qui traite des délinquants juvéniles et il effectue ses rondes, les arrête et les jette en prison. Ils en sortent, alors le flic les y ramène, puis les fait sortir, etc. Et il dit, au bout d'un moment, ils iront au pénitencier, purger 2 ans, puis ils sortiront. Alors on les y remettra, ils sortiront. On les y remettra et ils sortiront encore. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, de toute façon, on n'y peut rien. Puis il ajoute, à quoi ça sert d'arrêter ces voleurs de voitures? À quoi ça sert de les arrêter? Vous les mettez en prison, ils y restent 1 an environ, puis en sortent, et 24 heures plus tard, eh bien, ils volent une autre voiture. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour ces gens, ils sont dingues. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour le mental. Et donc, tout est sans espoir. Par conséquent, pourquoi devrais-je me montrer gentil avec les autres? Pourquoi devrais-je être correct envers quiconque? Tout cela n'est qu'une pagaille lamentable et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire pour la démêler. C'est son état d'esprit. Mais en général, il ne le sait même pas. Maintenant, regardons comment une telle barrière influencerait une grande société comme la nôtre. Ici, nous avons cette chose remarquable, le raisonnement selon lequel la seule façon de faire régner la loi et l'ordre, de faire respecter la réglementation, d'exercer une direction ou même d'avoir une amélioration, consiste à imposer plus de restrictions, plus de lois, plus de menottes. Et c'est cela, le raisonnement. Ce n'est pas spécialement un raisonnement délibéré, c'est juste comme cela que ça se passe. Plus on utilise de force avec le criminel, le délinquant juvénile, l'idiot ou l'élève qui refuse d'apprendre, plus on récolte de stupidité. Moins il y a d'études, plus la délinquance juvénile et le crime augmentent. En d'autres termes, cela ne fait qu'aggraver le problème. Tôt ou tard, il faudra bien qu'un groupe assume la responsabilité d'échapper à ce mode de pensée. Et si l'on considère que nous traitons de la pensée et non des masses, nous pouvons le faire. Si l'on considère que nous nous occupons de l'aspect spirituel de la vie et non de ses baïonnettes, c'est possible. Si nous tentions de le faire par la force, nous agirions comme la société actuelle, régentée par les menottes, les cellules de prison, les opérations chirurgicales, les chocs électriques, les contraintes corporelles, les punitions, le mauvais contrôle, les menaces, la peur. Tout cela ne fait qu'aggraver les choses. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre cette direction. Nous avons découvert un fait singulier. Une petite augmentation de liberté amène un accroissement de l'attitude civilisée. Nous avons là quelque chose de très bizarre, parce que la société en général n'y croit pas. Si vous augmentiez la liberté d'un individu, vous augmenteriez aussi la quantité de problèmes dans la société. C'est comme cela qu'ils verraient les choses. Or, c'est un mensonge. En diminuant la liberté, vous augmentez les difficultés. En augmentant la liberté, vous diminuez les difficultés. Ça, c'est la vérité. Alors, l'audition, c'est un terme que je vais employer après, est la forme de conseil spirituel propre à la scientologie.
C'est fait par un auditeur qui vient du latin audire, qui signifie entendre, celui qui écoute. L'auditeur pose une série de questions appelées procédés, qui aident l'individu à examiner sa propre existence et améliore son aptitude à confronter qui il est et où il est, ce qui est donc de l'audition. Bon, de temps à autre, une personne s'amène et dit « N'est-il pas vrai que durant l'audition, dites entre nous, n'est-il pas vrai que vous désinhibez ?» Désinhibez? Il suppose que tout le monde est inhibé? Cela n'est pas particulièrement vrai non plus. Il présume tout un tas de choses irrationnelles, que de grosses bêtes noires se tapissent sous la surface du léger vernis social et qu'elles peuvent à tout moment s'échapper. Son niveau de confiance en son prochain est incommunicable. Mais il pense qu'au moment où on enlèverait toute restriction, on se retrouverait devant une bande de gorilles plutôt mal élevés, tout au mieux. Si vous rendez quelqu'un plus libre, les singes vont immédiatement sauter dans les arbres et se balancer par la queue. Cette conclusion est totalement injustifiée, car lorsqu'on se montre calme et permissif envers un enfant en mauvaise condition, nerveux ou inquiet, etc., ça ne signifie pas le laisser sans contrôle. Des gens ont hérité de la psychologie l'idée que la façon moderne de s'y prendre avec un gosse est de le laisser seul, livré à lui-même. Non, ce n'est pas comme cela qu'on élève les enfants. Il faut exercer un tout petit peu de discipline à leur égard, avec de l'assurance, sinon ils tombent malades. Souvenez-vous de cela. Donc, nous donnons à cet enfant inquiet et nerveux un peu plus de liberté, de participation au jeu. On délibère avec lui s'il convient ou non d'aller au spectacle. À coup sûr, il risque de devenir plutôt embrouillé et troublé pendant quelque temps, se demandant ce qui va se passer. Quelque chose cloche, vous voyez? Il sera un peu perdu, et puis tout d'un coup il dira « Tu sais, il y a du vrai dans tout ça. Ils veulent vraiment connaître mon avis concernant le fait d'aller ou non au spectacle. » Et tout à coup, le gamin se calme et devient quelqu'un de civilisé. La façon de créer un barbare est de lui refuser une conduite civilisée. Si vous présumez qu'il est civilisé et lui donnez suffisamment de liberté pour qu'il participe à ce jeu qu'est la vie, vous garantissez sa bonne conduite. Comment croyez-vous qu'on puisse se débarrasser d'une population criminelle si chaque fois qu'un de ses membres sort de prison, la société l'évite et lui refuse tout travail? Vers quoi peut-il se tourner sinon vers plus de criminalité? De même, un enfant attardé doit étudier plus longtemps, doit rester assis là plus longtemps, doit travailler plus dur, bûcher plus dur, s'il veut arriver à quelque chose. Moins de liberté, moins de liberté, moins de liberté. En fait, ils deviennent de plus en plus stupides. Entre guillemets, ils sont bêtes, donc il faut vraiment leur faire ingurgiter les données. Faites-leur passer des examens. Dites-leur que s'ils n'ont pas 20 sur 20 en arithmétique, papa et maman les jetteront en pâture à l'éboueur. En d'autres termes, menaces et contraintes. Personne ne suppose que cet enfant puisse connaître ou faire quoi que ce soit. Et ce point de vue persiste sa vie durant. Très peu de gens pensent qu'il puisse y avoir quelque chose de bon chez lui. Personne ne considère qu'il puisse faire quoi que ce soit. Tant que tel sera le point de vue de la société, voyez le danger énorme auquel cet individu devra faire face à tout moment. Regardez-le. Si je m'intégrais à cette société, dont les membres pensent que je suis stupide et incompétent, au point qu'on doit m'enseigner 8 fois la même chose, si je me faisais une place et coopérais avec mes semblables, et si j'étais envers eux comme j'aimerais qu'ils se comportent envers moi, je serais complètement fichu, vu l'attitude qui prévaut. Donc, je n'ose pas me mettre dans une position où je coopère avec mes semblables. Si chaque joueur sur un terrain de football craignait de toucher le ballon et qu'il était vraiment déterminé à ce que les autres ne le fassent pas non plus,
Aurions-nous un match, d'après vous? Vous auriez 22 hommes là-bas, avec le ballon, au centre du terrain, et ces gars en train de discuter entre eux. Tu ne mérites vraiment pas de toucher ce ballon. Je me demande si je te veux dans mon équipe, parce que ce serait un super jeu, n'est-ce pas? Avez-vous déjà réalisé que la vie, à son niveau le plus vaste, pourrait être aussi amusante, au plein sens du terme, qu'un bon match de football? Qu'il pourrait y avoir autant d'enthousiasme, même dans les petites choses banales et ordinaires de l'existence, que dans le fait de participer à un jeu très stimulant? Cela peut sembler tiré par les cheveux que discuter avec un collègue, encaisser un chèque ou faire telle ou telle chose puisse constituer une expérience continuellement vivifiante, même si ça n'est pas grand-chose, même si ça n'est pas grand, gargantuesque ni spectaculaire. Ce n'est pas la quantité de mouvements ou d'actions, ce n'est pas l'enjeu, la grandeur ou l'apparat qui fait un jeu. C'est la volonté chez ceux qui nous entourent de jouer un jeu qui fait qu'il y en a un. Et quand on perd cela de vue, on perd le jeu et la vie devient sérieuse, lourde, pénible, c'est une jungle. On peut mesurer le degré de réticence des gens à jouer le jeu de la vie par le nombre de menottes, de prisons, d'hôpitaux, d'asiles et de lois. C'est vrai qu'il faut quelques lois à un jeu. Il faudra toujours quelques barrières et restrictions afin d'avoir un jeu. Mais quand il y en a trop, il n'y a plus de jeu, excepté celui-ci. Fabriquer plus de lois qui en exigent encore plus. Ce jeu-là est pour les avocats, pas pour les citoyens. Quand on voit des gens misérables ou malheureux qui pensent qu'ils ne peuvent absolument pas survivre ou avoir du bon temps, on a devant soi une communauté dont la majorité des membres ne parviennent pas à jouer un jeu et ne laisseront pas les autres en jouer un. Une bonne civilisation compterait des individus capables de jouer un jeu et qui le sauraient. Ce jeu aurait pour nom culture. Et si cette attitude existait, vous auriez bien sûr immédiatement les droits de l'homme, le respect d'autrui. Toutes ces choses se mettraient en place. Je vous assure que si chacun, dans une telle société, était amené à croire qu'on ne pouvait absolument rien y faire, disons qu'ils n'étaient pas particulièrement apathiques à ce sujet, mais qu'ils ont été éduqués avec la donnée qu'il n'existe aucun remède aux actions antisociales, qu'ils ont tous cru cela. Alors, inévitablement, la situation se détériorerait. Donc, ceci est notre première barrière. C'est la première chose que l'on doit surmonter en scientologie. On peut agir. Ce n'est pas « que peut-on y faire ?» Cela est trop haut. Il peut arriver quelque chose qui mette une personne dans une condition où elle améliore ses relations avec la vie et ses semblables. La société ne sait pas cela, elle ne s'en doute pas le moins du monde. Le simple fait de connaître beaucoup de ces éléments vous fait porter une responsabilité. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez la scientologie qu'il faut vous arrêter de vivre. Vous devriez pouvoir vivre beaucoup plus pleinement. Soyez très libre d'utiliser de façon exacte ou non ce que vous connaissez. De l'utiliser comme vous pensez que ça devrait l'être. Créez l'effet que vous souhaitez ou simplement un effet au hasard. C'est une grande liberté, n'est-ce pas? Ces matériaux vous appartiennent. Allez-y, prenez-les. Découvrez-en davantage sur la vie en lisant le livre de Ron Hubbard intitulé « Scientologie, une nouvelle optique sur la vie ». Vous y trouverez davantage d'informations sur la relation de la vie avec un jeu, les 2 règles pour vivre heureux, et bien d'autres découvertes de Ron Hubbard que vous pouvez utiliser pour mener une vie meilleure, dès aujourd'hui.
Maintenant, je vais vous lire une citation de Ron Hubbard. La voici. L'homme peut s'améliorer par lui-même. C'est une conviction ancrée en chacun de nous. Mais les théories de la psychologie du XIXe siècle ont commencé à obscurcir ce concept en prétendant au contraire que tout était déterminé au jour de notre naissance. Outre cette négation d'une évolution potentielle, la psychologie allait avancer l'idée, originale mais entièrement fausse, que l'homme n'était qu'un animal. Il ne pouvait améliorer ses aptitudes et son comportement ou encore accroître son intelligence. Voilà pourquoi l'homme éprouve aujourd'hui de grandes difficultés à saisir le concept, plus ancien mais plus vrai, qu'il est un esprit et qu'il peut tendre vers des états plus élevés et les atteindre. On peut s'améliorer. L'homme peut accéder à des états d'existence plus élevés grâce à la scientologie. Je vais vous donner les différents événements qui vont avoir lieu cette semaine. Il va y avoir un webinaire lundi 12 avril à 19h30 sur le thème de comment élever des enfants heureux. Et ensuite, vendredi 16 avril à 19h30, le thème abordé sera la crise d'adolescence, une fatalité? Terminons cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous invite au prochain office qui aura lieu le dimanche 18 avril à 11h en ligne. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci.